aura des conférences. Il y aura également un peu plus tard lecture. Et puis nous terminerons par un concert avant de se retrouver tous ensemble autour d'un buffet, comme il est de tradition chez les judéo-espagnols, et on adore cela bien sûr. Comme vous le savez, c'est donc l'association Muestros Desaparecidos qui organise avec la mairie du 11e. Cette association regroupe 7 autres associations. Permettez-moi de vous les présenter. Aquí Estamos, le centre culturel judéo-espagnol Alciete, le centre communautaire Don Isaac Abravanel, judéo-espagnol à Auschwitz, Vidas Largas Marseille, tous ces noms vous sont bien entendu tous familiers, et puis également l'Union des Israélites séphardis de France. Bien entendu, cette manifestation n'aurait pu se faire sans le soutien du mémorial de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, du Centro Séfarade d'Israël, de l'association bien sûr des fils et filles de déportés juifs de France, et puis également de Judaïque FM qui en a parlé régulièrement sur ces ondes. Voilà. Alors, avant de vous présenter les très nombreuses personnalités qui sont présentes, qui sont venues de toute l'Europe et du monde, on peut le préciser, juste un petit mot sur les absents qui vous demandent de bien vouloir les excuser. Ils n'ont pu venir, mais ils n'ont pas manqué donc d'envoyer de nombreux courriers. Je ne vais pas bien entendu vous lire ces courriers, simplement vous énoncer la liste de ces personnalités qui n'ont pu être parmi nous cet après-midi. Il y a le grand rabbin d'Istanbul, M. Aleva, le grand rabbin de France, M. Raïm Corsia, également le président de la Fédération protestante, M. François Claveroli, maire de Paris, Mme Hidalgo, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la mémoire, Catherine Vieux-Charrier. Il y a également le directeur du mémorial de la Shoah, M. Jacques Fredge, le ministre de la Culture, Mme Audrey Azoulay, et également la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkley. Voilà. Mais si nous parlions plutôt des présents, vous êtes d'accord? C'est quand même plus agréable, en effet. Donc, je vais demander à Alain de Toledo, que vous connaissez bien sûr, le président de cette association Muestros Desaparecidos, de me rejoindre. Alain, rebonjour, parce qu'on s'est vu bien entendu avant, c'est évident, on ne va pas faire semblant comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Alain, je te laisse le micro, moi je prends l'autre, tu veux? Voilà. Merci. Et d'abord, peut-être je te présente, parce que finalement tout le monde ne ne te connaît peut-être pas. C'est gentil. Donc Jean-Philippe Lustig, qui fait des choses fantastiques sur I24 News, plus d'autres télés, d'autres journaux. Merci. Donc on a de nombreuses personnalités, je vais les citer, et avant, je voudrais tous vous remercier d'être là. Ça a été un pari un peu fou d'essayer de réunir tout ce monde. Ce pari est réussi, évidemment, nous sommes tous très heureux. Alors, malheureusement, question protocole, je ne suis pas très doué, donc je ne vais peut-être pas le faire dans l'ordre qu'il faut, mais on a de grandes personnalités qui sont là et on est très heureux qu'ils soient là. Nous avons le métropolite, son Excellence Emmanuel, qui est là. Donc merci beaucoup. Comme nous sommes dans la Grèce, je vais continuer avec l'ambassadrice de Grèce. Également, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et toujours, on continue avec la Grèce. Nous avons le maire de Salonique, de Thessalonique, excusez-moi, monsieur le maire, de Thessalonique, mais c'est vrai que pour nous autres, dans notre cœur, ça reste toujours un peu Salonique. Je vais me permettre un mot personnel. Bien sûr, bien sûr. Tu es à la maison ici, voilà. Nous sommes de la famille. Le privilège du président. Ma mère et toute la famille maternelle venaient de Salonique, les Saporta. Et avant de m'occuper de cette association Muestros Desaparecidos, donc avant de prendre ma retraite, j'étais économiste. Et j'adresse à Madame l'ambassadrice un petit mot personnel qu'elle transmettra au peuple grec.
je trouve que ce qu'a fait l'Union européenne à la Grèce est absolument scandaleux. Quand il s'agit de renflouer une banque dont certaines pratiques sont pour le moins douteuses, les États se précipitent. Quand un peuple souffre, on lui demande de rendre des comptes. Ce n'est pas comme cela que l'on conçoit la solidarité européenne. Donc la Grèce, et puis j'ai parlé de ma mère, je vais parler de mon père qui lui venait de Turquie. Nous avons M. Metin Dölvi, qui est le conseiller du grand rabbin d'Istanbul, qui aurait voulu venir. Bon, les contraintes sont ce qu'elles sont, ils n'ont pas pu venir. Monsieur Dölvi, on est très heureux que vous soyez là. Je vous l'ai dit, je ne vais pas suivre l'ordre protocolaire, excusez-moi. Nous avons deux personnes qui nous sont très chères parce que sans elles, rien n'aurait été possible. Serge et Beat Klersfeld, qui nous ont soutenus depuis le début. Nous avons la Grèce, la Turquie, l'Espagne, bien sûr. Monsieur, ça y est, Mathéos, Monsieur Mathéos, excusez-moi. Donc l'ambassadeur nous a écrit pour dire que bien sûr il aurait aimé être parmi nous, mais que son agenda était très difficile. Monsieur Mathéos le représente, ainsi que Monsieur Miguel Del Duca, qui est le directeur du centre Centro Sepharad Israël, qui dira un mot tout à l'heure. C'est un organisme qui fait des choses fantastiques pour la communauté juive. Monsieur David Saltiel est là pour revenir à la Grèce, président de la communauté juive de Salonique et président des communautés juives de Grèce. N'est pas encore arrivé, mais ne saurait tarder, Monsieur Onaner, premier secrétaire de l'ambassade de Turquie. Alors, dans les personnalités françaises maintenant, Monsieur Francis Khalifa, président du CRIF, est déjà arrivé. Monsieur Joël Mergui, président du consistoire, ne devrait pas tarder. Le grand rabbin de France n'a pas pu venir. Il nous a dit que le grand rabbin de Paris, M. Guggenheim, devrait venir. Je ne l'ai pas vu encore, mais je pense qu'il ne saurait tarder. Alors, quelques personnalités, mais je ne vais pas citer tout le monde parce qu'on a beaucoup de choses. Donc ceux que je ne citerai pas, vous m'en excuserez. Nous avons M. François Elbron, vice-président du mémorial de la Shoah. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. À ses côtés, Patrice Bloch, député du 11e arrondissement, qui avant était maire du 11e et qui a été, comme Serge Klerfeld, une des premières personnes à nous soutenir dès le début. Nous lui avons présenté notre projet et il a été à fond à nos côtés. Patrice, merci. Alors, je ne sais pas si M. Richard Prasquier est arrivé, mais il devait être là. Non, il n'est pas là. M. Pierre Saragossi aussi nous a beaucoup aidés. Et je vais finir par évidemment celui qui nous reçoit, M. François Vauglin, maire du 11e arrondissement, à qui tu vas céder la parole. Pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore, mon cher Alain, parce que dans le conducteur, juste avant de céder la parole à monsieur le maire donc, du 11e, non, nous allons juste saluer la présence de deux rescapés d'Auschwitz, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais saluer la présence de Madame Lisette Abou. Qui est Madame Lisette About, merci Madame. Voilà. Merci infiniment pour votre présence.
Et puis, monsieur Raïm Vidal Sefira, bien entendu, également présent. Merci, monsieur. Et puis, oui, Alain, vas-y, je t'en prie. Tu veux compléter encore? Non, parce que nous avons encore. Oui, c'est toi qui le dis ou c'est moi? Non, mais j'ai l'impression que tu as envie, ça te fait plaisir. Alors fais-le. Oui, Mais, ça me fait très mais bien plaisir. sûr, j'ai vu dans ton sourire. Il n'y a aucun problème. Vas-y, on est ton duo. Avec plaisir. Vas-y. Oui, nous sommes très émus effectivement d'avoir 2 rescapés d'Auschwitz. Un troisième devait venir, monsieur Israël. Et bon, à un certain âge, la santé, on ne la commande plus. Problème de bronchite, ouais, tout simplement. Voilà. Mais nous avons aussi 2 personnes qui nous sont très très chères. Alors, pas elles directement, bien sûr, mais leurs parents ou grands-parents ont fait des choses fantastiques. Nous avons ici le fils du consul d'Espagne pendant la guerre, le consul d'Espagne Bernardo Roland, son fils Guillermo. Et la petite fille du consul d'Espagne en Grèce, Elena Colito Castelli. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Sans ces 2 consuls, un certain nombre de places ici seraient vides, à commencer par la mienne. Donc évidemment, ce sont 2 personnes qui nous sont très chères. Nous sommes très heureux qu'elles soient parmi nous. D'ailleurs, pour compléter, mon cher Alain, M. Sébastien Romero des Radicales avait reçu la médaille des Justes, hein, voilà, bien entendu. Et il y a de fortes chances que également M. Bernardo Roland, donc des Miotta, également la reçoive. C'est ce qu'on souhaite, bien entendu, d'ici les prochaines semaines. Ce sera fait. Poursuis, Alain. J'ai encore oublié quelqu'un. Mais j'aurais certainement oublié beaucoup de monde. Je vous prie de m'en excuser. Non, on a M. Félix Jastreb, président de l'association des AMDEJ du 11e, qui a fait un travail magnifique pour mettre les plaques dans les écoles. Et donc vraiment, on est très heureux qu'il soit parmi nous. Monsieur le maire, j'ai demandé aux gens de s'inscrire. Donc j'ai leur nom, leur prénom, leur adresse. Eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a encore énormément de judéo-espagnols dans le 11e. C'est un des arrondissements de Paris où il y a le plus de judéo-espagnols. Ça fait plaisir. Monsieur le maire du 11e, s'il vous plaît, pour la première intervention, il y en aura 7 avant une conférence, donc, animera Annette Vievorkala, historienne de renom. Bonjour, monsieur le maire. Enchanté, merci beaucoup. C'est pour moi un immense plaisir que de vous accueillir. C'est le traditionnel mot de bienvenue lorsqu'une manifestation est organisée. Mais c'est aussi beaucoup d'émotions. Et je voudrais évidemment saluer toutes les personnalités qui sont présentes cet après-midi parmi nous. Madame l'ambassadrice, monsieur le maire, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, représentants de la communauté, chers amis, pour beaucoup d'entre vous, j'associe bien évidemment Patrick Bloch, qui est élu comme moi, qui a été présenté tout à l'heure, donc député de Paris, et puis Danielle Hoffmann, qui est députée suppléante, élue aussi sur le 11e arrondissement. Alors cet après-midi, c'est une après-midi de mémoire, et qui, à l'origine, je crois, devait coïncider avec la sortie d'un livre, mais le livre ne devrait pas tarder, je pense. Et il me semble important, toujours, je sais que je prêche des convaincus, de faire ce travail de mémoire pour que tous les moments, y compris les plus sombres, mais tous les moments de notre histoire soient connus, et notamment ceux qui concernent l'une des communautés les plus étroitement liées à notre arrondissement. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la communauté judéo-espagnole. Dans l'entre-deux-guerres, ce n'est pas moins que 35 000 personnes de cette communauté qui habitaient en France. Et sur ces 35 000, le quart d'entre elles étaient dans le 11e arrondissement. C'est dire combien ces rues,
rue Sedaine, rue Popincourt, rue de la Roquette. Ça forme finalement un petit triangle, hein. Mais ce petit triangle qu'on appelait la Petite Turquie, faisant écho aux racines ottomanes de ces personnes, l'Empire ottoman, où beaucoup de leurs descendants avaient trouvé refuge après leur expulsion d'Espagne en 1492. C'est donc une grande histoire dont on parle aujourd'hui. Et cette histoire de la communauté judéo-espagnole, elle est à l'image de la communauté juive tout entière, et en partie malheureusement construite sur l'exil et l'oppression. Et cette histoire, comme celle du 11e arrondissement, c'est celle du 11e arrondissement. Elle comprend aussi de nombreux moments terribles. Je pense en particulier évidemment à la Seconde Guerre mondiale. 5300 d'entre eux furent déportés. Encore une fois, un quart était dans le 11e arrondissement. Pour dire combien cet arrondissement a payé un lourd tribut, combien la communauté juive est essentielle à cet arrondissement, on évoquait tout à l'heure le travail de la Mège avec Félix Jastreb, c'est 1642 enfants juifs qui, du 11e arrondissement, ont été déportés. 1642 sur les 11 000 déportés en France. C'est dire, encore une fois, l'énorme tribut que notre petite communauté, finalement, ce petit arrondissement de seulement 156 000 habitants a porté. Et je voudrais, à ce titre, citer plusieurs dates qui sont importantes, qui sont restées dans l'histoire. Je pense au 14 mai, au 20 août 1941 et au 16 juillet 1942, date auquel plusieurs milliers de juifs parisiens sont arrêtés. À 2 pas d'ici, c'était au gymnase Japy, où ils ont été rassemblés avant d'être internés, puis déportés. Et je pense aussi, et surtout, car aujourd'hui nous sommes le 6 novembre, à cette nuit du 5 au 6 novembre 1942, date peut-être un petit peu plus méconnue, pas ici, je n'en doute pas, au cours de laquelle 1300 juifs grecs, presque tous originaires de Salonique, furent arrêtés et déportés. Leurs souvenirs sont constitutifs de notre mémoire collective. Il est essentiel de ne pas les laisser sombrer dans l'oubli. Et c'est pourquoi le travail que vous conduisez, je voudrais saluer vraiment l'action d'Alain Toledano et à travers lui l'ensemble des mouvements qui sont investis dans ce travail de mémoire. Donc je voudrais saluer ce travail. Je voudrais dire d'abord mon plaisir de me retrouver devant une assistance aussi nombreuse. On pouvait croire au départ avec Alain Toledo que ce serait peut-être un acte de clôture du judéo-espagnol. Eh bien, j'ai l'impression que c'est plutôt une résurrection, une renaissance humaine, parce que je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu autant d'originaires du monde judéo-espagnol réunis ici pour une action commune qui va recommencer, je pense, grâce à l'effort que je salue, un magnifique effort de la part d'un groupe restreint de juifs français qui ont conservé leur identité judéo-espagnole et dont le sens des responsabilités, tant à l'égard de leurs racines que de leur devenir, les a poussés à se plonger pendant de longues années dans une œuvre douloureuse et passionnante. Aujourd'hui, elle aboutit à un remarquable livre de référence qui verra le jour dans quelques semaines, qui comble une immense lacune, comme l'avait fait en son temps le mémorial de la déportation des Juifs de France. Cet ouvrage sur le monde judéo-espagnol en France était indispensable pour que l'on sache ce qu'il avait spécifiquement subi pendant la Shoah. Certes, les états civils des victimes judéo-espagnoles figurent convoi par convoi dans le premier mémorial et alphabétiquement dans notre récent mémorial de 2012. Mais ils y sont dispersés. Il fallait les regrouper en établissant d'abord les limites de la recherche,
les Juifs issus de l'Empire ottoman qui s'était progressivement rétracté jusqu'à ne plus être que la Turquie, alors qu'il avait recouvert tous les Balkans, le Proche et le Moyen-Orient. Puis il a fallu s'appuyer sur les patronymes judéo-espagnols des hommes et sur ceux des noms de jeunes filles, des femmes mariées, indiqués par mes recherches en 2012. Grâce aux adresses d'arrestation, j'avais pu regrouper souvent les membres d'une même famille, malgré la multiplicité des homonymes. Il y a plus de 1000 Lévis, ce qui a permis, dans l'établissement des listes, d'inclure les enfants des couples judéo-espagnols. Cette recherche, cette mise en ordre ont exigé de leurs auteurs du temps et un acharnement méthodique. Il leur a fallu aussi reconstituer l'histoire non encore écrite de la persécution des judéo-espagnols en regroupant articles et extraits d'ouvrages qui s'y référaient et témoignages déjà existants ou bien suscités par leur volonté de découvrir ce qui s'était passé pour ces judéo-espagnols de diverses nationalités, françaises, turques, grecques, bulgares, espagnoles, portugaises, italiennes, roumaines, ou bien considérés comme apatrides ou de nationalité indéterminée. Cette recherche a été innovante. Elle est passée par les archives allemandes, puisque la politique génocidaire du Troisième Reich impliquait d'incessantes démarches auprès des États qui lui étaient alliés, l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie, des États neutres, la Turquie, jusqu'en 1944, l'Espagne et le Portugal, et des États ennemis, la Grèce, la Yougoslavie, ou qui lui étaient soumis, comme la France. Ces démarches, qui sont très bien analysées et décrites, en particulier par notre ami germano-turc Cory Gutstadt, visaient à obtenir de ces États qu'ils se désintéressent du sort de leurs ressortissants, réfugiés ou émigrés en nombre dans des pays comme la France ou la Belgique, ce qui permettait aux Allemands de s'en emparer par des rafles massives visant telle ou telle nationalité. 1574 juifs roumains arrêtés le 23 septembre 1942, 1060 juifs grecs arrêtés le 5 novembre 1942. Les États concernés réagissaient généralement selon leurs intérêts à eux et non selon l'intérêt des Juifs en danger, et aussi en fonction de l'évolution des événements militaires, ce qui ajoutait à la complexité des problèmes de la population juive. Les Juifs turcs constituaient le groupe le plus nombreux, mais la Turquie n'a reconnu qu'une petite partie d'entre eux comme protégés par elle, et les diplomates turcs ont appliqué en général les directives strictes reçues d'Ankara. D'autres pays ont réagi avec plus d'humanité, tels l'Italie ou bien le Portugal et l'Espagne. Finalement, une marge de manœuvre étroite existait pourtant à telle ou telle période de la guerre pour tel et tel État pour sauver ses ressortissants vivant en France. Mais il y fallait une volonté. L'honneur a été sauvé par des consuls, celui d'Espagne, en particulier M. Roland, ou celui d'Italie, M. Orlandini. Les autorités allemandes ont décidé paradoxalement d'imposer aux États de rapatrier leurs ressortissants juifs à une époque où le Reich était encore victorieux et pouvait espérer récupérer plus tard, pour la solution finale, les Juifs rapatriés dans leur pays d'origine. Les États ont le plus souvent tergiversé. Les Juifs se sont le plus souvent méfiés. Et en définitive, le nombre des judéo-espagnols rapatriés et sauvés n'a pas dépassé les 2000, particulièrement en Turquie, en Espagne et au Portugal. Ces rapatriements ferroviaires à travers l'Europe en guerre ont été pittoresques et émouvants grâce aux témoins qui ont décrit leurs impressions pendant ce trajet de l'univers de la Shoah vers celui de la liberté.
L'intérêt de l'ouvrage ne faiblit jamais parce qu'il est profondément novateur dans les domaines qu'il explore et qu'il nous fait découvrir la résistance militaire des judéo-espagnols, leur engagement volontaire dans les régiments de marche des volontaires étrangers en 1939, avec la liste de leurs engagés, plus de 700, leur résistance clandestine armée ou pour le sauvetage de l'enfance juive, leurs fusillés, leur place et leur rôle chez les vaillants éclaireurs israélites. Cette partie de l'ouvrage comporte de nombreuses et très utiles biographies de ceux qui ont combattu, qui ont aidé les leurs et qui s'en sont sortis ou bien qui ont péri. Je voudrais remercier vraiment cette petite équipe qui s'est attelée à ce travail. S'il n'y avait pas eu ce travail, il n'y aurait pas eu cette réunion. S'il n'y avait pas eu cette réunion, il n'y aurait pas eu cette chaleur et cette affection réciproque qui nous réunit aujourd'hui, qui nous réunira demain. Merci, Monsieur Klarsfeld. Merci infiniment. Il a donc fait un long voyage, même si aujourd'hui les vols sont directs, bien entendu. Il vient de Grèce, le maire de Thessalonique, monsieur Yanis Boutaris, s'il vous plaît. Merci. Qui fait un incroyable travail de mémoire juive. Merci, monsieur. Je vous ai annoncé tout à l'heure la venue du premier secrétaire de l'ambassade de Turquie, donc il vient de nous rejoindre. Merci, monsieur, nous sommes très honorés de votre présence. Je voudrais vous remercier pour votre aimable invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, car il y a beaucoup de choses que je voudrais évoquer qui relient vraiment non seulement nos pays, la Grèce et la France, mais aussi nos villes, Salonique et Paris. Et tout en lien avec la culture, l'histoire, la géopolitique, l'art, la littérature et surtout les hommes, les Français et les Grecs qui, au fil des siècles, ont voyagé en Grèce ou en France. Une des histoires de ces migrations est celle de la communauté juive de ma ville. À la fin des années 20, la majorité des Juifs de Salonique qui immigraient ont choisi Paris comme destination. Cette décision était logique si on le considère que de nombreux Saloniciens juifs avaient eu une indication en français grâce à la filiale de l'Alliance israélite universelle qui fonctionnait dans la ville depuis 1873. Cette école, qui a été créée par une élite juive appréciée qui appartenait aux classes moyennes françaises et harmonieusement combinait les faits religieux et l'éducation laïque. Ce fut la première école à prendre en compte la population féminine de la ville. Je dois dire que la communauté juive de Salonique s'était emparée de la culture française avec un tel enthousiasme que le programme de l'Alliance, qui mettait l'accent sur l'éducation juive française, a été adopté par d'autres écoles juives. Des milliers de Juifs saloniciens se sont dirigés vers Paris, estimant que la France fournirait les conditions de travail idéales. Toutefois, la situation économique difficile dans ce pays a diminué le flux d'immigration, mais cela n'a pas effectué le lien de la communauté juive de Salonique avec la France et Paris. Des liens qui sont restés forts. Le résultat de cette relation stable a fait émerger en France les figures leaders du monde politique, du monde des affaires et du monde intellectuel, comme Edgar Morin, Patrick Modiano, Nicolas Sarkozy et la famille Dassault. Nous autres, en tant que chargés de l'administration de la mairie de Salonique, essayons de maintenir et de renforcer ces relations historiques tout en nous imposant de ne pas effacer la mémoire historique de Salonique, dont une large part est représentée par les Juifs de d'autres villes. La ville de Salonique a tardé de façon totalement déraisonnable à rompre son silence et a commencé à évoquer les moments les plus sombres de son histoire. Nous affirmons que la perte de 55 000 Saloniciens juifs est une perte pour nous tous, chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques. L'Holocauste a scellé non seulement le passé de notre ville,
Mais il a fait quelque chose de pire. Il a volé son avenir. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et je vous incite à penser à l'Holocauste de façon collective et globale. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas seulement ceux dont nous nous souvenons, mais aussi ceux que nous oublions. Donc, notre choix, c'est de nous rappeler. Et parce que notre choix est avant tout pour nos enfants et nos petits-enfants, nous visons à mener à bien le projet du musée de l'Holocauste et le centre éducatif à proximité de la ville-gare, de la vieille gare, l'endroit d'où les Juifs de Salonique ont été déportés vers le camp de déportation et d'extermination. Le musée sera un symbole pour rappeler l'événement dramatique de la Seconde Guerre mondiale et il permettra de faire respecter les mémoires des 55 000 Juifs de Salonique perdus dans le Shoah. Il est très important d'ajouter qu'il servira également à souligner la contribution de la communauté juive de Salonique à l'histoire de la ville. Parce que nous nous souvenons, au début de 2016, un protocole d'accord entre la communauté juive de Salonique et les mémoires de la Shoah de Paris a été signé à la mairie de Salonique. Cette opération ouvre la voie pour Mémorial de la Shoah pour un apport d'expérience et de savoir-faire dans la mise en place des musées de l'Holocauste et centres éducatifs. Parce que nous nous souvenons, nous aidons de façon active les efforts de la communauté juive de Salonique pour faire rapatrier à Salonique les archives historiques juives grecques conservées à Moscou ces 65 dernières années. Enfin, parce que nous nous souvenons, la place de la Liberté, au cœur de Salonique, un lieu d'une grande importance pour la ville, puisque plusieurs événements historiques s'y sont passés au cours de la longue histoire de Salonique. Nous avons prévu de la transformer en un espace public adapté de rassemblement et de détente. Jusqu'à présent, il a surtout utilisé comme parking. Et c'est pour nous le moyen de rendre un hommage véritable au moment historique important de la ville. Le réaménagement de la place est la meilleure occasion pour déplacer le monument de l'Holocauste vers un endroit plus valorisant au sens de ces lieux historiques. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre invitation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère avoir l'occasion de vous rendre votre généreuse hospitalité. Merci beaucoup. Merci, M. Boutaris. Merci infiniment de vous être exprimé en français. Je demande maintenant au président de la communauté juive de Thessalonique et également de toute la Grèce, M. David Saltiel, de me rejoindre. Je sais, le livre qui devait être aujourd'hui, ce n'est pas prêt. Et alors, à la prochaine fois. Je dois remercier l'organisation Muestros Desaparecidos, Hommage aux déportés, judo-espagnol de France, et le maire du 11e arrondissement, M. François Vauglin, pour l'honneur qu'ils ont réservé à notre communauté en nous donnant l'opportunité d'être présents aujourd'hui à cet événement. Comme l'ont constaté historiens et chercheurs, la communauté juive de Thessaloniki a été la plus importante des 28 communautés organisées créées en Grèce de l'Antiquité à l'Holocauste et a compté parmi les plus importantes communautés de la diaspora. Un élément fondamental de son évolution au fil du temps a évidemment été l'installation des Juifs d'Espagne en 1492, à l'époque où des milliers de Juifs ont été exilés d'Espagne et ont été émigrés
notamment dans des villes comme Florence, Rome, Le Caire et bien sûr Constantinople et Thessaloniki. Thessaloniki a alors donné asile à environ 20 000 juifs exilés qui sont venus et se sont ajoutés à la communauté existante. Ces personnes, au dialecte castellan, étranger, mais charmant, et avec leur propre tradition, ont doté la ville de nouvelles connaissances et techniques, d'un esprit d'entreprise particulier et de relations internationales plus larges. Ils ont contribué de façon décisive à la vie économique, culturelle et spirituelle de Thessalonique. Ils ont aidé à devenir une plaque tournante entre l'Est et l'Ouest dans un centre économique et culturel de première importance. Ils ont transformé en métropole nommée ville mère d'Israël et Jérusalem des Balkans. Au fil des années, leurs activités ont aussi grandement contribué à la réputation internationale de la ville. Un élément de cette présence bénéfique a été le développement des liens solides et réciproques avec la France. Les exemples révélateurs de l'éducation qui a commencé au milieu du XIXe siècle à Thessalonique et qui n'aurait pas pu être appliquée sans les écoles et le travail d'Alliance israélite universelle. C'est aussi des personnalités importantes comme les géants d'affaires Alatini, Dassault, Danone et autres personnalités telles le célèbre penseur Edgar Morin, l'écrivain et lauréat du prix Nobel Patrick Modiano, l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy et beaucoup d'autres qui sont originaires de la communauté juive de Thessalonique. Malheureusement, la prévalence du nazisme et de l'Holocauste devait être le début de la fin pour cet édifice merveilleux que nos ancêtres ont créé durant des siècles. Quand les nazis ont essayé d'effacer toute trace de présence juive dans la ville et ont conduit 97% des membres de notre communauté, 50 000 âmes innocents dans les crématoires d'Auschwitz et de Birkenau. Environ 75 000 juifs de France ont eu un sort comparable. Parmi eux, environ 20 000 personnes étaient originaires de Thessalonique. Aujourd'hui, la communauté juive de Thessalonique, malgré la destruction massive due à l'Holocauste et malgré le petit nombre de nos membres, constitue une partie très dynamique du tissu urbain. Une communauté qui, à travers son musée, ses archives, insiste toujours sur le rappel des conséquences tragiques de l'Holocauste, sur une présentation objective et factuelle de l'histoire, sur la révélation des données que les nazis ont essayé d'effacer à jamais.
pour nous, il est important de soutenir avec notre présence ici une œuvre, un hommage aux séfarades déportés de France qui va dans ce sens. C'est le moins que nous puissions faire, tous en respectant et honorant la mémoire de notre peuple. Ceci était, permettez-moi d'importer les mots d'Edgar Morin pour son père Thessalonicien. D'abord Thessalonicien, principalement Thessaloniciens, enfin de Thessalonique, petit mais véritable patrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saltiel. Merci pour votre intervention en français également. La Turquie, pour cet après-midi exceptionnel, est également donc représentée. Je vous demande d'accueillir le conseiller du grand rabbin d'Istanbul, M. Metin Delevi. Messieurs, Mesdames, avant de commencer, je tiens à vous transmettre les meilleurs vœux de notre grand rabbin Isaac Haleva. Zachor, c'est ce que nous ordonne la Torah à 169 reprises. Rappelle-toi. Et dans le livre de Yoël, nous lisons « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » C'est dans cette voie-là que M. Sefiha et M. Azaria ont entrepris une tâche difficile mais très importante. Sur les 360 000 séparadim vivant en Europe avant la guerre, presque la moitié avaient été assassinés par la barbarie nazie. Leur langue commune était le judéo-espagnol. Avec les victimes mourait aussi notre chère langue et notre culture. Les mémoires des survivants nous apprennent que, pendant les temps durs à Auschwitz, nos frères de Salonique murmuraient le refrain « Arvoles lloran por lluvia, en tierras de Polonia yo me va mourir ». Les arbres pleurent pour la pluie. C'est sur les terres de Pologne que je vais mourir. Le 20 mars 2003, une nouvelle page sur le devoir de mémoire allait s'ouvrir. La dalle en judéo-espagnol était placée. Et notre chère Florie ne murmurait pas, mais chantait de tout cœur « Alvarez lloran por lluvia ». Nos victimes sortaient de l'oubli. Le judéo-espagnol, mortellement blessé, sortait enfin du coma. Tout l'événement nous a été transmis avec émotion par le petit groupe de notre communauté qui y était présent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les pressions des deux côtés, la Turquie est restée neutre pendant la presque totalité du conflit. Donc la Shoah n'a pas traversé les frontières de la Turquie. Mais notre communauté n'est pas restée indifférente au sort de nos frères en Europe. Des colis de nourriture, de l'aide financière et bien d'autres aides étaient acheminés vers l'Europe par notre communauté. Toutes sortes d'assistances avaient été portées aux passagers du Struma et à bien d'autres. Les réfugiés clandestins ou en transit régulier avaient été logés, nourris, munis de quoi vivre pour leur long trajet vers la Palestine. Il ne faut pas oublier aussi que l'agence juive opérait au cœur même d'Istanbul, côte à côte avec notre communauté. Après la guerre, le devoir de mémoire n'a pas été oublié. Un an avant l'établissement officiel du Yom HaShoah B'Gvura par l'État d'Israël, le 19 avril 1952 a eu lieu notre première commémoration des héros du ghetto de Varsovie, précurseur du Yom HaShoah.
Un texte en judéo-espagnol rédigé par le Beit Din de notre communauté a été lu et le Kaddish récité dans toutes les synagogues d'Istanbul. Ce n'était qu'un début. Le Yom HaShoah est commémoré depuis année après année. Pendant les années 2000, après la pose de la dalle, j'ai visité Auschwitz à 3 reprises. Je me suis recueilli devant les dalles et surtout devant notre dalle. Les victimes séfarades étaient sorties de l'oubli. Mais nous ne connaissions qu'un chiffre, 160 000 victimes séfarades. Il ne fallait pas y rester. Les nazis les avaient rendus anonymes, les avaient réduits à un tatouage et à un nombre. Il leur fallait leur rendre leur nom. C'est ainsi que, en tant que membre de la commission de la Shoah de notre communauté, j'ai entrepris une tâche difficile pour un chercheur amateur. J'ai voulu trouver les noms de tous les victimes à travers l'Europe, originaires de la Turquie, comme nous les appelons los Turcanos. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de l'œuvre pittoresque de M. Klarsfeld, le mémorial de la déportation des Juifs de France, et de M. Alain de Toledo, et l'organisation Muestros Desaparecidos, qui m'ont beaucoup aidé sur ma recherche pour la France. Début 2013, nous avions une première liste apparemment incomplète des noms de nos victimes en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. Et cette même année, nous avons eu notre première lecture des noms des victimes des Turcanos. Grâce à ce travail que nous assistons aujourd'hui, nos listes aussi seront mises à jour. Et j'espère servira d'exemple aux autres communautés séfarades à travers l'Europe. Avant de conclure, je tiens à rendre hommage au consul turc Selahattin Ülkümen et à bien d'autres justes, connus ou inconnus, qui ont essayé de sauver nos frères séfarades. Comme l'a dit notre grand rabbin Haleva, que este lavoro de memoria importante sea coronado con riuscita y que sirva de ejemplo a las generaciones futuras. Que ce travail de mémoire très important soit couronné de succès et serve d'exemple aux générations à venir. Merci. Merci, M. Delévy. Merci beaucoup. Je demande maintenant au directeur de Casa Sefarad d'Israël, M. Miguel de Lucas, qui lui aussi réalise un énorme travail donc, pour la communauté juive en Espagne, de nous rejoindre. Bonsoir. Bonjour. Je représente ici Centro Sefarad Israël, une institution différente. Et pourquoi différente? Il y a beaucoup d'institutions qui font la promotion de la culture juive. Et ici, il y en a beaucoup qui ont les mêmes buts, les mêmes objectifs. Nous sommes différents, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais je crois que les Juifs, vous êtes habitués, si vous voulez travailler dans quelque chose, c'est vous qui devez le faire. Pas d'autres ne vont le faire pour vous. Chez nous, en Centre Sefarad Israël, on n'est pas une institution juive, on est une institution laïque, parce que c'est le gouvernement espagnol qui a créé cette institution. On a des liens forts avec les communautés juives espagnoles et beaucoup de communautés séfardies dans le monde. On a des liens forts avec l'ambassade d'Israël à Madrid. Mais ce qui, à la fin, organise et donne les finances, c'est le gouvernement d'Espagne. C'est un message politique fort, c'est-à-dire que l'Espagne avait récupéré le temps perdu avec les relations, dans les relations avec les mondes juifs, et c'est pour cela qu'il a créé une institution comme Centre Sefarad d'Israël. On a, je dirais, une priorité. On n'est pas créé pour les Juifs, parce que les Juifs, ils connaissent déjà la culture juive. On n'est pas créé pour la société civile espagnole. Que même s'il y a une mémoire d'un passé juif, tous les Espagnols, si tu parles de Sephardim, ils voient quelque chose comme très romantique.
Mais tu demandes, est-ce que tu connais un séphardim? Et la réponse, la plupart, c'est non, jamais dans ma vie, je connais ni un juif, ni un séphardim. Donc, ça c'est joli le passé. Mais le présent juif d'Espagne est pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Je suis très fier, par exemple, d'avoir pour la première fois, après 100 siècles, les lumières de Hanouka dans les rues de Madrid. Ça a été magique. On l'a fait, ça fait 7 ans. Et ça fait 7 ans qu'on continue avec cette tradition. Et c'est joli de récupérer ça. Et les juifs, ils sont là avec nous. Mais les bouts ne sont pas les juifs. C'est les autres citoyens espagnols qui ne connaissent pas beaucoup des traditions juives. On a comme ligne principale d'actuation, que je dirais que c'est la culture séfardim, bien sûr, mais aussi la Shoah. On est l'institution en Espagne qui fait la promotion de la plupart des événements liés à la Shoah. Il y a quelqu'un qui a dit en Espagne, bon, l'Espagne est un pays collatéral à la Shoah. C'était un pays neutral, c'était un pays qui était un peu hors de la question de la Deuxième Guerre mondiale, c'était jusqu'à la fin de la guerre civile, c'était un pays isolé. Il n'est pas très lié à la Shoah. C'est pas vrai. Il y a des liens très forts entre l'Espagne et la Shoah. D'abord, vous, les séphardim, ça fait partie de notre histoire, de notre tradition. C'est-à-dire que vous êtes victime de la Shoah et vous faites partie de l'Espagne. Mais aussi, je vais vous parler d'une autre histoire, qui est une histoire qu'en Espagne on est en train de voir et de faire une reconnaissance. C'est l'histoire des déportés républicains espagnols. Les derniers mois de mai, j'étais à Mauthausen avec les descendants des déportés. Pour moi, c'était une expérience absolument touchante, une expérience forte. Savoir que 7000 Espagnols sont morts là-bas, à Mauthausen. Il était prisonnier de guerre parce qu'il luttait. Il était dans l'armée française contre les nazis. Et il me disait, le jour quand l'armée américaine est arrivée à Mauthausen, il avait beaucoup de joie pour tout le monde parce qu'il rentre à la maison, les Russes, les Français, les Polonais et les Espagnols, rien de tout. L'Espagne a fait rien pour eux. Il était abandonné au cœur de l'Europe. Ça n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de justice, reconnaître ce qui ont souffert les républicains espagnols. Et grâce à la générosité de la France, aujourd'hui, il y a les descendants qui, bon, à ce moment-là, l'endroit où ils sont allés, c'est la France, parce que l'Espagne n'a fait rien pour les républicains espagnols. Et c'est décidé, les séphardim et les républicains, l'idée des victimes espagnoles, c'est le roi même, Philippe VI, l'année dernière, dans les premières années de son règne, il a voulu nous accompagner pour l'acte officiel de mémoire de la Shoah, le 27 janvier, au Sénat espagnol. Et là, il a dit cette phrase. Sefardíes y deportados republicanos españoles, hermanos de patria y de desdicha en un tiempo abominable. Ça veut dire, Sephardim et déportés républicains espagnols, frères de patrie dans les malheurs d'une période abominable. Je crois que c'était une belle idée. Le roi, je parlais avec vous avec une question qui est très importante pour vous, que c'est la loi des nationalités. Vous savez que l'Espagne a approuvé une loi qui donne l'opportunité aux séphardim d'obtenir la nationalité espagnole. Ça fait une année, on a fait la présentation, et c'est le roi qui l'a fait lui-même dans le palais. Il a dit une autre idée, une belle idée. Il a dit « Cuánto os hemos echado de menos ». C'est-à-dire combien vous nous avez manqué. C'est l'idée de quelle différence serait l'Espagne si les Juifs étaient ici. Comme notre histoire aurait été une meilleure histoire si les Juifs avaient été avec nous. Je crois que c'est une belle réflexion aussi. Et je vais finir avec les mots du roi qui a dit, à continuation de cette réflexion, il a dit « Je remercie avec affection ces communautés séphardim pour leur loyauté et pour avoir fait prévaloir l'affection sur la rancœur, pour avoir conservé comme un trésor la langue et les coutumes, qui ne sont d'autres que les nôtres. Et enfin, pour avoir enseigné à vos enfants l'amour de cette patrie espagnole. » Merci. Merci. Les autres juifs déportés qui croyaient que ces juifs venant d'Orient avaient été protégés par la Turquie, alors que je sais que mes parents, qui étaient turcs, avaient bel et bien été déportés. Vous voyez, il y a là une série
comment dirais-je, de moments de confusion. Alors, une nouvelle comment dirais-je, confusion, c'est que les Juifs maghrébins, pour la plupart, ou du moins une grande partie, mais parmi eux de grands intellectuels, des professeurs, osent aujourd'hui prétendre qu'ils n'ont rien à voir avec la Shoah, puisqu'ils sont séfarades. Eh bien, cela a été dit même récemment à l'émission de Josie Eisenberg par un grand professeur qui a dit « Je n'ai rien à voir avec la Shoah, puisque je suis séfarade ». Autrement dit, c'est dénier la valeur de séfarade aux judéo-espagnols, alors qu'il n'y a rien de plus séfarade que les judéo-espagnols. Vous voyez, c'est simplement ça que je veux vous dire. Et malheureusement, ce préjugé, cette vision fausse de l'histoire continue d'être répandue. Vous pouvez voir parmi, je ne prétends pas que tous les juifs maghrébins le croient, mais en tout cas, nombreux sont les juifs maghrébins qui se figurent que les judéo-espagnols ne sont pas séfarades. C'est tout. D'ailleurs, il faut se rappeler d'une chose aussi, c'est que la synagogue séfarade par excellence, qui était celle de la rue Saint-Lazare, lorsqu'elle est passée aux mains des Algérois, des Juifs algérois, eh bien ces Juifs algérois n'ont en aucune façon respecté les archives des séfarades qui y étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les archives, nos archives à nous, judéo-espagnols, ont été foutues, passez-moi l'expression, à la poubelle. Autrement dit, ces gens-là n'avaient même pas le sens de l'histoire, car l'histoire, c'est le respect de notre mémoire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Merci. Merci, monsieur Jaime Vidal Sefira. Merci.